Bienvenue dans Children de Sabbath, puisque plus que des enfants de la tombe ou de la mer, nous sommes avant tout des enfants de Sabbath. I really like Black Sabbath. That was really cool. They have Ozzy Osbourne. They have a great guitar person. Sorry, I don't know your name. There's like some really good drum parts. Pretty awesome. Bon, mon Gabriel, on va inaugurer un nouveau format, Ouais. Un format auquel tu as pensé toi, donc le format Live Series. Ouais, parce que l'idée c'était effectivement de commencer à aborder la question des lives, puisque arrivé au milieu des années 70, on a quand même un paquet d'enregistrements live qui commencent à être réalisés de façon plus ou moins légale de Black Sabbath, et ben voilà, il y a des choses quand même qui commencent à devenir cultes, et il n'y a pas encore de live qui sortent, mais il y a déjà des enregistrements radio, télé, etc., qui commencent à faire parler d'eux, et notamment un dont on a décidé de parler aujourd'hui. Le California Jam. Alors c'est vrai que, en plus en bossant cet épisode et donc en parallèle en bossant sur Deep Purple forcément, on vous expliquera très vite pourquoi, je me suis rendu compte que oui, Black Sabbath, pour un groupe qui marche beaucoup et qui a déjà donc 5 albums à ce moment précis où on parle, il n'y a pas de live. Il n'y a pas de live de sortie officiellement, on sait qu'il y a eu des enregistrements, des tentatives, puisque dans les années 80, enfin début 80, va sortir des lives de cette période-là. Mais c'est quand même presque une anomalie de se dire que Black Sabbath a sorti 5 albums, a fait des tournées pas possibles, et n'a toujours pas publié de live officiel. Surtout par rapport effectivement à des groupes comme Led Zeppelin ou Deep Purple, qui... Alors bon, Led Zeppelin, pas trop, mais il y a quand même le Songs Remain the Same, qui sort, je crois, assez rapidement, au milieu des années 70. Je sais plus exactement la date du Songs Remain the Same. Mais Deep Purple, par contre, c'est une orgie de live, hein. Vraiment, dès 1970, il y a, bon, évidemment, Made in Japan qui sort, qui est culte, mais ensuite, il y a toute une série de lives qui commencent à sortir de façon quand même relativement légale, parce qu'il y a eu Made in Japan, mais après il y a eu Made in Europe, etc. Enfin, il y a plein d'enregistrements qui sortent. Il y a eu le fameux Concerto for Group and Orchestra, qui est un live. Donc en fait, on est sur un groupe Black Sabbath, effectivement, qui, dans ces années, est un peu une anomalie à pas sortir de live. C'est ça. Et donc, 74, ils vont jouer 6 avril 74 au California Jam. Ce n'est donc pas un live qui est sorti officiellement. C'est un live qui est trouvable sur YouTube. Il est trouvable nulle part à ma connaissance en absolue intégralité. Mais en 2 clics, on peut avoir toutes les parties. Alors, en fait, ça, bon, il n'y a pas forcément besoin de faire une trop grosse partie, on va dire, sur les éditions, puisque là, on parle de bootleg, hein, donc on parle de disques qui sont pas officiels. Mais il existe des coffrets, tu sais, souvent ça existe pour les bootlegs, il y a des gugus qui s'amusent. Il y a des gugus qui, alors en CD comme en vinyle, s'amusent à faire des espèces d'éditions complètes où en fait ils vont chercher toutes les pistes de toutes les consoles d'ingé son, qui vont mixer, parfois même ils vont mélanger des trucs qui sont extraits d'un truc pris à la console et des trucs qui ont été captés par un enregistrement sur bande comme ça, pirate. Ils vont mélanger, ça va faire une espèce de lave complètement bâtard, et il existe un bootleg du California Jam de Black Sabbath où il y a l'intégralité du concert. Alors ça, c'est la fameuse édition. Voilà, moi je suis là, mais il n'y a pas tout. Voilà, il n'y a pas tout, mais il en existe un autre, une édition qui est beaucoup plus complète. Je crois qu'il y a même plusieurs versions des mêmes chansons dessus. Donc, d'accord. Mais voilà, mais il existe des versions relativement complètes, alors qui sont pas forcément de qualité très bonne, mais il existe la chose la plus connue que vous avez forcément vue, et que vous avez d'ailleurs forcément vue puisqu'on l'a mis en fond de la vidéo sur Sabbath Bloody Sabbath, enfin l'épisode 5 sur Sabbath Bloody Sabbath, tu as mis des extraits du California Jam. C'est en fait cette fameuse version télévisée où il y a que quelques chansons qui ont été, je crois, retransmises. Mais où du coup on a des images assez exceptionnelles de Black Sabbath sur scène au California Jam. Donc au moment où on fait cet épisode, où on enregistre cet épisode, l'épisode sur Sabotage est déjà en boîte. On l'a fait donc il y a 2 semaines, en live. On peut rapidement déjà remercier ceux qui sont venus, remercier le John C. Agency où on a fait notre enregistrement, qui permet d'avoir, vous le verrez, un son impeccable et une version vidéo, donc statique mais certes, mais très sympa. Voilà, donc c'est beaucoup de montage, ça sortira après. Mais donc ça, il est fait, et donc il y avait une petite jonction à faire entre Sabbath Bloody Sabbath et Sabotage. C'était donc ce fameux live du California Jam. Voilà. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce live, déjà parce que c'est un concert, alors ça tu vas y revenir en détail, mais qui à la base n'aurait pas dû se faire. C'est-à-dire que Black Sabbath a été rajouté à l'affiche au dernier moment.
Ouais. Bah on va, si tu veux, on va rentrer dans le contexte, parce que c'est un poil plus complexe que ça, ouais. Mais et voilà, on va alors, on se fait le contexte du California Jam, les autres groupes, Black Sabbath et la suite et rapidement l'héritage, enfin tout ça. Voilà. Donc petit contexte rapide. Aux USA, à la fin des années 60, les festivals rock ou contre-culturels sont en plein essor et marquent en fait durablement une génération. Que ce soit donc Monterey, par exemple, qui est l'avènement de Jimi Hendrix sur ces terres, hein, la fameuse guitare en feu, voilà, avec les incantations vaudou, etc. Woodstock, évidemment, hein, qui est quand même, dès qu'on parle de musique rock, une légende absolue. Et tout cet engouement a subi un tragique coup d'arrêt avec le festival d'Altamont, donc organisé en décembre 70, si je dis pas de bêtises, décembre 69, pardon. Organisé donc par l'entourage des Rolling Stones et qui était un concert gratuit sur le circuit d'Altamont, qui est également un circuit automobile en Californie, donc plutôt près de San Francisco, enfin dans la banlieue de San Francisco, et un concert qui est resté tragiquement célèbre pour le meurtre raciste de Meredith Hunter par les Hells Angels, qui étaient responsables de la sécurité. Mais en dehors de ça, c'est un festival sur lequel il y a eu 4 morts à déplorer. C'est un festival qui a eu beaucoup de problèmes de gestion sanitaire, etc. Et ça a vraiment mis un coup d'arrêt à l'organisation des festivals à taille gigantesque. C'est un peu l'ancêtre déjà à l'époque du Woodstock 99, tu sais, avec les Misfits. Ouais. Ce fameux, oui, qui est un peu le nouvel Altamont en fait, d'une certaine façon. Ouais, même alors pire, je sais pas comment on peut hiérarchiser entre les meurtres racistes, les viols et compagnie, mais en matière de débandade, il y a un documentaire absolument incroyable sur Netflix que je vous conseille sur le Woodstock 99. Alors, petite parenthèse, moi j'ai découvert Woodstock 99 au moment d'Imul et Casa, quand on téléchargeait un peu au hasard, notamment en tombant sur des vidéos live de Green Day qui y étaient. Et qui organise une bataille de boue. Oui, je pense elle est connue cette image. Une très célèbre bataille de boue, voilà, avec une destruction de micro de la part de, je sais plus comment s'appelle le chanteur de Green Day, Billy Joe Armstrong. Mais moi j'avais connu. Et donc du coup, pardon, excuse-moi, mais moi j'avais connu le Woodstock 99 aussi parce qu'il y a une performance de Primus qui est assez culte aussi, pareil lors de ce festival. Mais surtout, ce que tout le monde a retenu, c'est la performance de Limp Bizkit. Ouais, mais tu vois, j'avais pas tout ça en tête plus jeune, on va dire, et surtout j'avais pas en tête le désastre que c'était jusqu'à voir ce truc-là. Moi, je savais que les gens étaient fâchés parce que l'eau coûtait cher. C'est la seule chose que je savais, c'est que l'eau était très chère et que ça avait rendu les gens fous. Et quand j'ai vu cette série, donc il y a maintenant quelques semaines ou mois, il y a très peu de temps, j'ai halluciné sur le désastre que c'était. Mais bref, donc Altamont, c'est un autre style de désastre, mais en tout cas, ça a mis un vrai coup d'arrêt. Et il faut savoir que Woodstock, même si c'est resté mythique et que c'est, c'est quelque chose auquel tout le monde se réfère, c'est quelque chose qui a rendu fou les autorités locales au moment où ça a eu lieu. Ça a créé des embouteillages pas possibles. Il y a eu également des problèmes. Il y a eu un type qui a chuté. De tête, je crois qu'il y a un mort, il y a une naissance, donc du coup on dit que ça met à 0, mais en tout cas il y a eu des gens qui ont crevé la dalle. Il y a eu des agressions sexuelles aussi. Probablement, ça j'ai pas en tête, mais très sûrement. Et il y avait évidemment pas assez de trucs à manger pour tout le monde, des problèmes de prise d'acide généralisés. Ça laissait le lieu dans un état catastrophique. Enfin, les autorités locales étaient en rage après Woodstock. Mais quand tu vois les images, quand tu vois les photos très célèbres de Woodstock, je suis désolé, il y a certaines photos, ça relève de la catastrophe humanitaire, ce que tu vois sur l'image. Oui, c'est Beyrouth. Ouais, c'est un camp de migrants, enfin, je veux dire, même un camp de migrants, je pense que c'est peut-être plus confortable que Woodstock, tu vois. Enfin, donc du coup, entre ça, plus Altamont, qui a été une catastrophe, parce que dans les morts de tête, il y a un type de l'organisation qui a roulé sur 2 enfants. Oui, c'est vrai j'ai oublié de dire ça. Il y a un type qui a roulé en tracteur ou je sais pas quoi sur 2 enfants qui dormaient et qui les a tués, écrasés, quoi. Donc voilà, un festival qui a vraiment été un enfer. Donc derrière ça, très très compliqué d'organiser des festivals de rock à grande échelle aux États-Unis. Il a donc fallu énormément batailler pour que le California Jam se fasse. Il a fallu vraiment montrer patte blanche, il a fallu proposer une organisation au top, et ça a été une organisation littéralement incroyable. Encore aujourd'hui référentielle.
Bah, ce qu'on peut dire en fait, sans forcément trop spoiler ce qu'on dira sur l'héritage du California Jam, mais c'est qu'en fait c'est le premier vrai festival de rock moderne en fait. Oui, Enfin, c'est la au matrice. sens contemporain, c'est-à-dire quand on voit aujourd'hui, tu Oui, vois, les c'est- Hellfest, les Download et tout, en fait, la façon d'organiser un festival est née, enfin cette façon d'organiser un festival est née avec le California Jam, d'une certaine Oui, c'est la matrice de tout ça, complètement. C'est pas Woodstock, qui était un truc à l'arrache, qui a été dépassé, etc., qui devait être tout petit. Faut voir les cachets de Woodstock, hein, c'est fascinant. Encore une fois, je rappelle toujours que Santana était payé $200 pour faire l'une des plus grandes prestations de l'histoire de la musique derrière, enfin Soul Sacrifice par Santana, enfin bref. Là on n'est pas là-dessus. Il faut imaginer ce qu'est un circuit automobile aux États-Unis. Ceux qui ont vu Jour d'Automne ont une petite idée. C'est un grand espace avec beaucoup de facilités techniques, que ce soit pour l'électricité, pour l'eau, pour les stands de nourriture ou pour tout ce qui est technique pour la musique. Donc c'est un endroit vraiment facilitant pour ça. C'est pas pour rien qu'a été choisi ce circuit qui est, et je vais laisser Gabriel continuer, en proche banlieue de Los Angeles, donc à Ontario. Pas Ontario Canada, c'est bien Ontario Los Angeles. Justement. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, c'est que le nom du circuit automobile, c'est donc l'Ontario Motor Speedway, et contrairement à ce qu'on peut penser, donc évidemment ça a lieu en Californie, mais en fait c'est vraiment parce que en Californie, il y a un bled qui s'appelle Ontario, et qui du coup n'a absolument rien à voir avec le Canada. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que donc quelques années après, ils ont, comme le California Jam avait eu du succès, les organisateurs ont refait 2 festivals qui étaient des festivals successeurs. Donc il y a eu le California Jam 2 en 78 qui était donc la suite du California Jam 1, et ils en ont fait un autre au Canada qui s'appelait le Canada Jam, donc qui était voilà la version canadienne avec plus de groupes canadiens, notamment il y avait le fameux groupe canadien Triumph qui a joué là-bas. Et alors ce qui est rigolo, c'est que le Canada Jam, il a eu lieu à une ville qui s'appelle Beaumontville en Ontario. Tu vois, donc c'est vraiment. Oui, je me demande même limite, je pense qu'ils l'ont peut-être fait exprès, quoi. Tu vois, genre c'était, genre voilà, donc ils ont organisé le Canada Jam en Ontario, donc ça c'est rigolo. Et alors du coup, l'Ontario Motor Speedway, c'est une piste en fait qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Donc si vous êtes un pèlerin du rock et que vous voulez aller sur les lieux mythiques de l'histoire de votre musique préférée, vous pouvez toujours aller à Ontario. Il n'y a plus l'Ontario Motor Speedway. Elle a été démolie en 1980, mais à l'époque, c'était une piste qui était quand même vachement importante dans l'histoire de... Enfin voilà, dans la compétition automobile américaine, parce que donc, comme tu l'as dit, il y a eu des courses de NASCAR, mais il y a eu aussi des courses de Champ Car, donc c'est-à-dire l'équivalent américain de la Formule 1, c'est-à-dire des monoplaces... avec des gros V10 survitaminés. Et en fait, moi, ça c'est un truc que j'ai découvert parce que je m'intéresse un petit peu. Je suis spécialiste de l'histoire de l'Italie médiévale, mais j'ai d'autres sujets d'intérêt, dont notamment l'histoire de l'automobile, ce qui est paradoxal alors que je n'ai absolument pas le permis de conduire. Mais ça m'intéresse quand même. Et du coup, je suis allé un peu m'enseigner. Et en fait, dans les années 70, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des courses de Formule 1 qui avaient lieu parfois hors des circuits, hors du championnat du monde. C'est-à-dire, tu vois, maintenant, il y a le championnat du monde, voilà, avec toutes des courses tous les week-ends. Et c'est unique, c'est figé, tu vois, ça change pas. Et en fait, à l'époque, dans les années 70, il y avait plein de courses qui étaient hors calendrier, tu vois. Et notamment, il y avait une course qui était le Questor Grand Prix, qui n'a eu lieu qu'une seule fois en 1971, et qui a eu lieu sur le circuit de l'Ontario Motor Speedway. Alors, bon, rapidement, il y a des grosses stars qui ont gagné là-bas. C'est Mario Andretti, donc pilote américain, qui a gagné sur Ferrari devant Jackie Stewart, qui à l'époque était chez Tyrrell. Bref, ça, c'est pas forcément très important pour notre émission. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est de me dire que Black Sabbath, 3 ans après, en 74, ils ont joué sur un circuit de Formule 1, et je pense que Iommi, il devait être extrêmement content de jouer sur un circuit où il y avait eu les plus grandes stars, Andretti, Jackie Stewart et tout, qui s'étaient écharpés quelques années avant, tu vois. Enfin, c'était un lieu important, en fait, de la course automobile aux États-Unis, et où il y a des champions de Formule 1 qui se sont escrimés. Et moi, ça me fait marrer de me dire que Black Sabbath a joué sur un circuit de Formule 1, tu vois. C'est très probable que ça ait plu à Iommi. Ah oui, moi j'aime beaucoup la F1, tu vois, et du coup de savoir qu'il y a eu les deux qui se sont rencontrés à un moment, ça me fait rire. Parlons un peu de l'organisation de ce festival. Elle est due à une boîte qui s'appelle Pacific Presentations, qui s'est associée à ce moment-là avec une chaîne de télé nationale ABC, afin que les concerts soient diffusés. Alors la question, c'est est-ce qu'ils ont été diffusés intégralement ou en partie ? Moi j'ai le sentiment, de ce que j'ai compris, que c'était intégralement, mais que tout n'est pas disponible sur YouTube. Mais je n'ai pas la réponse. On peut trouver des diffusions sur YouTube de tous les groupes, mais par exemple pour Sabbath, on n'a pas l'intégralité en vidéo. Ouais, je pense que la personne qui doit détenir l'intégralité des bandes de ce concert, elle doit avoir une mine d'or chez elle, tu vois, parce que... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le live de Deep Purple, il existe en intégralité. C'est-à-dire que il a été rapidement édité de façon très officielle, je crois, dès les années 80, et il a été édité en audio et en vidéo.
Ce qui fait qu'on a l'intégralité du concert de Deep Purple, et d'ailleurs on va en parler du concert de Deep Purple, parce qu'il s'est passé des choses incroyables. Moi j'ai lu c'était le premier concert vidéo publié par un groupe de rock de l'histoire, donc je sais pas si c'est 80. C'est début des années 80 qu'il a été publié. D'accord, j'ai lu que c'était la première fois qu'un groupe de rock publiait une VHS d'un concert. Alors, en fait, il y a des choses assez impressionnantes qui ont été en fait des premières sur ce festival, parce que indépendamment donc de Deep Purple qui fait ce concert mythique, déjà c'était, je crois, un des premiers concerts. Alors moi, je suis pas du tout fort en technique de son. Je pense que notre ami Nico Sénac de Metallica Revisited aurait son mot à dire, mais je crois que c'est un festival qui était historique aussi d'un point de vue technique, c'est-à-dire pour la taille, par exemple, des amplis. Et de la retransmission sonore, c'était du jamais vu, c'était pharaonique en fait, les moyens techniques. Oui, alors ça on peut rapidement le dire, il y a déjà un décor, c'est-à-dire que le California Jam, celui de 74, c'est un décor qui est mythique et qui est immédiatement identifiable, c'est l'arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel gigantesque derrière la scène, une scène qui est surélevée, qui est presque en deux parties, puisqu'il y a une partie pour les caméras d'abord qui est géante, ou en effet qui est très très grande, avec une structure montée. Il y a beaucoup de végétation, si tu regardes bien, il y a énormément d'arbres. Il y a des palmiers sur scène. Voilà, c'est des palmiers, et il y a une structure pour les lights et pour le son qui est délirante, qui monte à plusieurs dizaines de mètres. Voilà, c'est une scène déjà qui visuellement est incroyable. Moi, je crois pas avoir vu en outdoor, enfin en extérieur, avant les tentes, avant ce qu'il y a maintenant dans les main stage festival de fermé, je ne crois pas avoir vu des choses de cette ampleur. C'est délirant. Alors, oui, même Grateful Dead faisait un peu ça, mais tu vois, c'était très très rare. Non, mais effectivement, c'est le début. En fait, c'est un peu le début du côté pharaonique des concerts de rock. Enfin, après, évidemment, quand tu regardes dans les années 80, tu vois les groupes, même Ozzy, je veux dire Ozzy, Judas Priest, Maiden et tout, ils jouent dans des arénas énormes avec des décors de scène incroyables et tout. On n'était pas encore là, tu vois. Mais il y avait des après, on était, voilà, c'est moins de 10 ans après, mais si tu veux, ça annonçait ça, quoi, ça annonçait ce côté complètement pharaonique du rock, hein. Et donc, cette technique, ce système d'amplification, à l'époque, c'est du jamais vu, ce qui a été monté, c'est du jamais vu, à tel point que ça fait rentrer en 74 Deep Purple dans le Guinness Book des records comme étant le groupe qui joue le plus fort. C'est un truc qui a après lequel beaucoup de musiciens ont couru, notamment, on va dire, Manowar et Motorhead. On pense à Manowar. Mais Manowar et Motorhead ont vraiment toujours voulu ravir le titre et l'ont eu, parce que, alors, encore une fois, pour être dans le Guinness, il faut que ce soit mesuré. Donc il y a peut-être eu plus fort, mais pas mesuré et officialisé. Mais à ce moment-là, en 74, c'est Deep Purple, le groupe le plus lourd de l'histoire, parce que la PA, le système son du California Jam, qui a été utilisé à son plein potentiel pour Deep Purple et pour Emerson, Lake et Palmer, mais qui font un autre style de musique qui est un petit peu moins dans la suramplification. Voilà, donc de toute façon, c'était un système son délirant. Mais il y a des témoignages, par exemple, tu sais, dans l'affiche, donc on va y revenir, mais il y avait Black Oak Arkansas qui du coup était sur la tournée, était toujours en tournée avec Black Sabbath en ce moment, et donc ils étaient à l'affiche du festival. Et il paraît qu'on entendait la voix du chanteur Jim Dandy. Il paraît qu'on l'entendait genre sur l'intégralité du circuit qui était immense. On entendait la voix de Jim Dandy, tu vois. Donc c'était pour te dire, voilà, à quel point c'était puissant, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, je crois qu'il y avait peu de gens qui avaient déjà entendu ça, quoi. Je veux dire. Ah oui, c'était une une retransmission, voilà. Alors, tu veux parler des groupes un peu à l'affiche ? Ouais, parce que bon sang, cette affiche. Enfin, tu sais, chaque fois qu'on voit passer cette affiche sur Internet, moi je te l'envoie en privé, je te dis putain, je hais les gens qui étaient là-bas. Mais effectivement, enfin, tu regardes l'affiche. Déjà, bon, la tête d'affiche, t'as Deep Purple et Emerson, Lake et Palmer. Alors, moi, je suis très fan de Emerson, Lake et Palmer, donc déjà, c'est cool, tu vois. Mais en dessous, t'as Black Sabbath, t'as les Eagles, t'as Earth, Wind and Fire. Bon sang, les gens qui étaient les autres, hein, Black Oak Arkansas, Rare Earth, Rare Earth, moi j'aime beaucoup. C'est un groupe un peu funk rock, on va dire, et très sympa. Voilà, bon, après il y a des trucs qui, on va dire, nous parlent moins parce que c'est des choses un peu oubliées, mais quand même, là, le nombre de groupes cultes qui sont sur cette affiche. Et alors, surtout, on parle d'une affiche, mais en fait, c'est une seule journée. C'est-à-dire que c'est un festival, c'est en fait un concert, en fait, un concert. Alors, c'était prévu de 10h, 21h30. Il y a eu beaucoup de retard, donc ça s'est fini beaucoup plus tard. Ça s'est fini à 2h du matin. Voilà, mais normalement, Emerson, Lake et Palmer devait quitter la scène à 21h30. Voilà. Faut aussi savoir que cette affiche, et ça a été le nœud de beaucoup de problèmes, elle a été faite en 2 temps. C'est-à-dire qu'au départ, Emerson, Lake et Palmer n'est pas dessus. La tête d'affiche est Deep Purple. Le concert est vendu avec Deep Purple et Black Sabbath et la plupart des autres groupes. C'est quelques semaines avant le concert que Emerson, Lake et Palmer a été rajouté pour booster les ventes. Des ventes
Alors les billets étaient à $10 en pré-vente et $15 sur place. Des ventes qui ont été le record absolu de l'époque. C'est-à-dire qu'en 74, c'est jamais arrivé. On se rappelle qu'à Woodstock, il y avait presque 500 000 personnes, mais il y avait eu, je crois, 15 000 payants, un truc comme ça. Le reste, c'était des gens, ils avaient été obligés d'ouvrir les portes pour éviter une catastrophe humaine, quoi. Là, on est sur plus de 170 000 entrées payantes, plus 30 000 personnes à peu près qui ont réussi à forcer la barrière et rentrer gratuitement, plus le staff et les invitations. Ce qui fait un total estimé autour de 250 000 personnes présentes sur le site. Moi, j'ai vu 250 000 aussi, effectivement. On a l'impression que c'est pas... comme ça a l'air d'être un chiffre, parce que je crois qu'il existe dans les années... Je crois que c'est dans les années 90, il y a eu des festivals où il y a eu des concerts d'1 million de personnes, quand même. Mais à l'époque, c'était énorme. À l'époque, 250 000 personnes, c'était énorme. Je sais pas combien sont les affluences, par exemple, sur des concerts. Le Hellfest, je sais. Le Hellfest, si je dis pas de bêtises, c'est 55 000 personnes par jour. Ouais, donc sur 4 jours, ça fait... Donc là, c'est 5 fois plus. Ouais. Non, mais sur une seule journée, ouais, sur une seule journée, c'est monstrueux. C'est 5 fois plus de monde. Donc faut imaginer, c'est monstrueux. Ouais. Et c'est vrai que quand tu vois les images du California Jam, mais tu as l'impression qu'il y a une mer de gens, en fait. Ah, c'est à perte de vue, c'est à perte de vue. Une mer d'êtres humains. Et contrairement, donc, comme on disait à Woodstock, il n'y a pas ce côté bordel non organisé. Là, on a vraiment une ambiance de réel festival. Alors, il y a autre chose aussi qui est très connue sur l'ambiance du California Jam, c'est qu'il y avait les fameux dirigeables Goodyear. Oui. Et ça, c'est assez... parce que bon, les dirigeables... En fait, Goodyear, depuis que l'entreprise existe, depuis le début du XXe siècle, ils font de la pub en utilisant des dirigeables, des ballons, etc. Machin. Donc ça, c'est assez ancien. Mais par contre, c'était la première fois qu'ils utilisaient un dirigeable Goodyear pour un concert de rock. Donc, quand tu vois ça, parce que maintenant, tu sais, ça se fait souvent encore, maintenant, tu mets un dirigeable au-dessus d'un circuit automobile pendant une course et tout, avec le logo Dunlop ou le logo Goodyear, enfin, c'est de la pub pour les trucs. Mais là, c'était, si tu veux, ça rajoute, en fait, à cette fusion d'univers. C'est-à-dire que t'as un circuit automobile avec un sponsor qui est un sponsor d'une marque de pneus, et t'as un concert de rock, tu vois. Et ça, c'est pareil, c'était nouveau, en fait. C'est-à-dire cette sponsorisation du rock par des grandes firmes, en fait, Coca-Cola, et là, du coup, Goodyear et tout machin. Et voilà, et on y est encore aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... c'est pour ça qu'on dit que c'est matriciel. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que Deep Purple, en tant que tête d'affiche, avait un avion privé siglé Deep Purple qui avait été dépêché, donc sur l'aéroport, je pense, de Los Angeles, hein, ou un aéroport dans le coin, ça, j'ai pas l'info. Il y a un aéroport en Ontario. Ah bah, l'aéroport d'Ontario. Il y a un aéroport en Ontario, et du coup, on les voit, d'ailleurs, quand tu sais, sur les images de Black Sabbath, où tu vois qu'ils arrivent en hélico, etc. Oui, mais ils arrivent en hélico sur la piste. Oui, c'est sur la piste, ouais. Mais là, je pense pas que je pense, parce que Deep Purple aussi, ils arrivent en hélicoptère, donc je pense qu'ils sont arrivés en avion sur une piste, puis transportés en hélicoptère jusqu'au Motor Speedway, et là, ils prennent des voitures banalisées, il y a 4 voitures noires qui amènent les musiciens. Banalisées, tu les vois toutes, hein, c'est des espèces de grosses Lincoln, là. Oui, voilà, c'est des grosses bagnoles, voilà. Donc c'est pareil, c'est des choses. Alors faut savoir aussi que maintenant dans les énormes festivals, il y a ce genre de choses. Alors pas forcément des hélicoptères, quoique je pense qu'on peut trouver, mais en tout cas, t'as des voitures qui amènent les musiciens derrière la scène, etc. Donc, mais c'est pas toi qui l'as fait d'ailleurs, tu l'as fait au Fall of Summer. Je l'ai fait au Fall of Summer. Ouais. Deux petits faits, deux petites anecdotes sur le festival. La première, c'est que malgré le superbe accueil qui a été reconnu par tous, public, musiciens, la grosse installation son, etc. Il y a eu donc 2 petits trucs. Le parking sauvage, hein, malgré un énorme parking de prévu qui n'a jamais été rempli, il y a eu de la place jusqu'au bout. Les gens se sont quand même garés un peu n'importe où, ce qui était un peu une habitude à l'époque, ce qui fait qu'il y a quand même eu 700 voitures qui ont été détruites, qui ont été emmenées à la casse suite à ça. Donc c'est quand même énorme. Alors qu'il y avait en plus la place pour se garer. Et l'autre problème, c'est comme il faisait très chaud, les organisations ont décidé de lâcher 100 000 casquettes par avion au-dessus du site pour permettre aux gens de se protéger. Et à cause du vent, l'ensemble des casquettes ont été emportées loin du site, un peu partout sur les habitations et dans la nature, ce qui est une véritable aberration écologique. Hein, comme ça se faisait à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, un organisateur de festival qui fait dropper en avion 100 000 casquettes va en prison immédiatement. Mais à l'époque, c'est des choses qui se faisaient. Mais attends, t'imagines, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont récupéré des casquettes collector qui sont tombées du ciel littéralement, genre maintenant ça se trouve ils doivent les revendre et tout. La casquette du California. C'est ça. Alors j'ai pas trouvé à quoi elles ressemblaient. C'est des viseurs, donc je pense que c'est des visières même. Non mais si elles sont siglées et tout, ça doit être ultra collector. Ouais, mais j'ai rien trouvé approchant, je sais pas si elles étaient siglées ou si tu vois, ou si c'était des trucs Goodyear ou tu vois, j'ai pas l'info. Ouais. Donc voilà. Donc c'était les 2 petits soucis. Pour le reste, tout était impeccable. Je pense que si on fait dans l'ordre, on parle de Black Sabbath avant Deep Purple, Emerson, Lake & Palmer, on finit. Parlons de Black Sabbath parce que c'est quand même le cœur du sujet.
Bon, donc le concert de Black Sabbath n'a failli pas se faire pour des raisons un peu compliquées, c'est-à-dire que Black Sabbath a fini sa tournée US le 20 mars 74 et les musiciens sont tous rentrés en Angleterre se reposer et surtout commencé à parler avec Mian de leurs insatisfactions concernant le management et surtout leurs émoluments. Donc on est sur un moment où la rupture de confiance avec Mian se fait. Et lorsque il est question de repartir au California Jam, les choses sont compliquées. Les musiciens sont pas sûrs de vouloir y aller. Mian, à certains moments, dit d'ailleurs que le festival est annulé, que donc faut pas y aller. Lui refuse d'ailleurs, ne fait pas le déplacement. Et c'est là qu'intervient Spock Wall, qui est donc le stage manager de Black Sabbath et qui est un type assez important pour Black Sabbath dans les années 70, qui a vraiment démerdé pas mal de situations. Et faut imaginer, le type a été dépêché sur place, a pris un avion. Donc quelques bonnes semaines avant le festival, il a loué un appartement à Hermosa Beach, un appartement sans téléphone, ce qui l'obligeait à appeler d'une cabine téléphonique tout le temps régulièrement pour tenir au courant les musiciens de Black Sabbath de ce qui se passe. Et notamment, il écoutait la radio pour savoir ce que disaient les spots de pub, regardait la télé pour voir si ça parlait du festival et de ce que ça disait par rapport à Black Sabbath. Et très vite, il s'est rendu compte que tous les spots de pub parlaient de Black Sabbath, qu'il y avait un vrai engouement, que il a vu la sono, je pense, qui était construite, etc. Il a dit, il faut y aller. Si on n'y va pas, on va passer pour des guignols. Voilà. Et là où Black Sabbath était prévu pour arriver quelques jours avant, avait un hôtel à côté de Deep Purple, d'avoir une salle pour répéter leur concert, etc. En fait, ils sont partis comme ça à la va-vite pour rejoindre donc Los Angeles la veille du concert, et ont répété en acoustique dans leur chambre d'hôtel, c'est-à-dire sans ampli, vraiment. Pour faire un filage alors qu'ils n'avaient pas joué ensemble depuis le 20 mars. Ouais, moi c'est ce que j'avais lu, j'avais même lu des interviews, je crois que c'est à Yomi, j'avais vu une interview assez... des années 90 je crois, où il est avec Geezer, ils font une interview vidéo, et où il parle de ce qui s'est passé 20 ans avant au California Jam, et il dit on n'a pas répété et tout machin. C'est ça. En fait, ils ont quand même un peu répété, mais ils ont répété en acoustique. Un filage dans la chambre d'hôtel avec Bill Ward qui tape sur ses jambes, avec et puis les autres qui sont pas branchés. Pour un groupe comme Black Sabbath, c'est juste histoire de se délier les doigts, quoi. Je pense que Black Sabbath, ils sont pas inquiets de leur niveau général. Alors, juste là, ils jouent devant 250 000 personnes. C'est un des plus gros concerts. C'est le plus gros concert qu'ils font en ce moment-là. Ils veulent être propres, quoi. Et donc, ils auraient préféré pouvoir répéter tranquillement, mais bon, ils sont organisés différemment. Mais en fait, on va dire qu'ils payent leurs années en fait de tournée, parce que en fait, même s'ils répètent pas pendant quelques semaines, ils reprennent comme ça à l'arrache et ils sont carrés, quoi, parce qu'ils ont leur set dans les jambes. Ça prouve leur professionnalisme en fait. Après, Black Sabbath, ça n'a jamais été un groupe incroyablement carré sur scène. Il y a toujours eu des petits moments de flottement où voilà, c'est pas le groupe le plus dingue. C'est pas Queen, c'est pas même Deep Purple à certains moments, ou Led Zepp, c'est peut-être pas toujours carré. Pardon. Mais en tout cas, je pense que Queen est connu comme étant le groupe de rock le plus carré, le plus incroyable sur scène, qui déçoit jamais. Black Sabbath, c'était pas ce niveau-là quand même. Deep Purple, c'est pas carré non plus. Hein. Je veux dire, d'ailleurs même tu vois le live au California Jam, c'est tout sauf carré, quoi. Il y a plein de points. Ouais, mais si on compare les deux lives, il y en a quand même un qui est d'un tout autre niveau que l'autre en matière de prestations, de scénographie, même si c'est pas carré. Voilà. Mais bon, et donc voilà, quand ils arrivent sur place, ils sentent des immenses tensions entre Emerson, Lake et Palmer et Deep Purple, notamment les musiciens de Deep Purple sont infernaux sur place. Surtout Blackmore. Voilà, surtout Blackmore, on racontera un peu ce que ça a amené comme à la fois comme désagrément mais en même temps comme légende. Oui. Mais en tout cas, les membres de Sabbath, eux, se remplissent le nez de coke, clairement, avant de monter sur scène, et montent. Donc les images sont assez facilement trouvables. Donc dans la fin d'après-midi, il fait encore assez chaud et un grand soleil. Bill Ward est torse nu. Ozzy. Alors on voit, ce qui est bien, c'est que ça permet de voir qu'ils ont des habits de scène. Parce que on voit l'interview sortie d'hélicoptère d'Ozzy qui est en chemise, qui est en chemise bleue, et il arrive sur scène, il a son légendaire espèce de vêtement blanc avec les franges violettes. Incroyable. C'était sa période frange, qu'il a gardé très longtemps. Jusqu'au début de sa carrière solo. Au début de sa carrière solo, il a encore des vestes à franges. Et oui, qui sont fabriqués par Sharon elle-même d'ailleurs. Mais non, mais parlons un petit peu aussi du contexte. C'est que le concert, on l'a pas, je sais plus si tu l'as dit au début de l'émission, mais il a lieu au mois d'avril, 6 avril 74. Et on était en avril et il faisait super chaud. C'est-à-dire qu'il faisait un temps quasiment estival. Pour un mois d'avril. Ouais. Voilà, alors on est en Californie évidemment, mais même encore aujourd'hui, j'ai lu dans les témoignages que j'ai pu trouver sur le sujet que c'était une année exceptionnellement chaude pour la période.
Et effectivement, ça se voit sur les images. Le public, il y a la moitié des gens qui sont torse-poil. Les musiciens finissent tous torse-poil sur scène. Bon, après, il y avait la chaleur des spots, etc., machin. Mais effectivement, à peine ils arrivent à l'aéroport, il fait très chaud. Et donc ils font un concert. On peut dire rapidement la setlist et après je dirai ce qu'il y a à en dire. Je l'ai noté en entier la setlist. Pareil. Donc, et d'ailleurs j'ai fait quelques petits constats sur la setlist par rapport à. Alors qu'est-ce que toi tu voulais dire au départ? Du coup, c'est une setlist de la tournée Sabbath Bloody Sabbath avec quelques spécificités. Donc, elle ouvre comme la tournée Sabbath Bloody Sabbath par Tomorrow's Dream. Ça enchaîne Sweet Leaf, Killing Yourself to Live, War Pigs, qui est joué assez tôt, Snowblind, Sabracadabra, qui est l'occasion d'un jam sur lequel il y a une nouvelle chanson, donc qui, selon les endroits, est créditée ou ne l'est pas, mais sous le nom de Sometimes I'm Happy. Sometimes I'm Happy, ouais. Qui est le premier couplet la première phrase dite sur cette chanson. Et donc là, je pense qu'on en reviendra un petit peu parce que c'est une chanson qui n'existe qu'en live et sur quelques bootlegs. Supernote. Et qui existe sur le Live at Last. Et enfin, en medley. Elle était déjà jouée, en fait, depuis 2 ans, en fait, Sometimes I'm Happy, enfin, à vérifier, mais c'est un jam, en fait, Sometimes I'm Happy. Et effectivement, on la trouve sur d'autres bootlegs parce que elle était jouée comme ça en milieu de set et elle était souvent mélangée avec Wicked World. C'est un jam 73-74. Il disparaît après. Voilà. D'ailleurs, bon, la théorie, j'y viendrai après. Donc après ça, il y a Supernote, Iron Man. Nouveau solo de guitare. Qui s'enchaîne avec de nouveau, une sorte de solo de guitare, Orchid. Une reprise en jam de Sabracadabra, Paranoid et Children of the Grave. Donc Paranoid et Children of the Grave étant avec Embryo. Moi j'ai Embryo sur un début en intro de Children of the Grave. Oui, évidemment, Embryo est joué comme sur l'album. Alors moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a aucun titre du premier album. Oui. Et ça c'est étonnant parce que je crois que sur la tournée Sabbath Bloody Sabbath, il y a encore des titres du premier album. Je crois qu'ils jouent encore Black Sabbath, le titre éponyme. Ils jouent au moins Black Sabbath, je me demande s'ils jouent en un deuxième. Alors il y a deux choses. Il y a NIB qui circule un peu, mais. C'est possible qu'ils jouent les deux. Alors il y a deux choses. Déjà, c'est un concert de 60 minutes à la base, même s'ils vont jouer un petit peu plus au départ. C'est marrant, j'ai retrouvé une photo donc dans le livre How Black et Loisir Sabbath, dont on a déjà parlé. Il y a une photo du time schedule, quoi, time schedule. La liste des groupes. Voilà, des groupes qui doivent passer, dans quelle heure ils doivent passer, avec marqué en gros. Qu'il faut absolument respecter les horaires, qu'il n'y aura pas d'exception, etc. Et donc, ils ont 60 minutes de prévu. Ils commencent à 16h30, doivent finir à 17h30. Voilà. Je pense qu'ils montent sur scène, il est largement 18h. Et donc, ils jouent plus d'une heure, un petit peu plus d'une heure. Mais je pense que c'est le fait qu'on soit sur une version raccourcie qui fait que certains titres ont été enlevés, type Black Sabbath, justement, la chanson. Et qu'après, une fois sur place, alors que c'était pas aussi carré qu'ils le pensaient au niveau du timing, ils se sont fait plaisir, notamment en matière de jam, parce que des jams comme ça, il y en a quand même dans la période de Black Sabbath, mais sur des concerts en salle, c'est souvent quand même un peu plus tight que là où ils se font un peu plaisir. Ce qui est d'ailleurs pas désagréable. De toute façon, le concert, on peut le dire déjà comme ça, mais c'est un excellent concert. Oui, c'est un très bon concert. Il est excellent. C'est la période, de toute façon, entre 73 et 75, pour moi, c'est la meilleure période de Sabbath avec Ozzy, en matière de concert. Et ça fait partie du très haut du panier. Oui. C'est un concert c'est parmi les meilleures performances du line-up d'origine. Bon, après, il y a les images aussi qui donnent à voir des choses qu'on peut pas percevoir si on fait qu'écouter l'audio. Mais par exemple, Ozzy qui pète littéralement les plombs. Il arrive sur scène, donc il a ses fringues pas possibles, et en fait, il se dessape assez rapidement. La fringue, sa fameuse veste blanche et violette, il la balance dans le public. Vraiment, la personne qui a réussi à récupérer cette veste à ce moment-là, mais je sais pas ce qu'elle en a foutu, mais j'espère qu'elle l'a gardée parce que c'est quand même un moment d'histoire. Et puis puis tous les autres, ils sont vêtus n'importe comment. Il y a des fleurs sur la batterie de Bill Ward. Oui. Il y a des fleurs. Et alors j'ai vérifié, il y a des fleurs qu'au moment du concert de Sabbath. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas, alors je sais pas pourquoi. J'ai trouvé d'autres dates, notamment en 75 où il y a des fleurs accrochées à la batterie, donc je pense que c'est un king de Bill Ward. Parce qu'il y a d'autres batteurs qui avaient des délires comme ça. Je crois que c'est Lars Ulrich qui, dans les années 80, alors lui il mettait des drapeaux danois sur sa batterie, mais c'est pas lui qui mettait, alors ça c'est Guillaume qui saurait nous dire, mais il mettait, je crois, il y avait des escarpins
sur sa batterie. Enfin, il y a tout un délire comme ça chez certains batteurs de décorer un peu leur batterie. Personnalisation. Ouais. Alors il y a le truc dont on parle dans l'épisode sur Sabotage avec les poissons dans la batterie, mais là il y a quand même des putains de fleurs, quoi. Genre il y a des bouquets de pâquerettes accrochés à ces cymbales, quoi. Tu te dis mais pourquoi, quoi. En tout cas, avec la végétation derrière, l'arc-en-ciel et les fleurs sur la batterie, ça donne de très belles images, de très belles photos aussi, et c'est vraiment un concert. J'ai presque. Moi, il y a un truc, ça m'a rappelé une chose, c'est alors je sais plus quel Hellfest, mais il y a un Hellfest où Face No More a joué. Oui. Et ils ont fait un truc qui est assez génial, c'est qu'ils ont pris le contre-pied en allant à la fête de l'enfer, en venant habillés tout en costume blanc et en ayant sur scène des millions de fleurs. Ça, moi j'ai vu Face No More en 2009, donc au moment où ils se sont reformés. Tout début de la reformation. En fait, Face No More, déjà, le délire de jouer en costard, un peu en mode mecs qui vont à un mariage et tout machin, ça c'est quelque chose qu'ils font depuis la tournée de leur dernier album avant leur séparation, donc Album of the Year. Et en fait, ils ont continué ensuite. Et chaque tournée, ils avaient un délire comme ça d'arriver en concert avec des fringues un peu kitsch, etc. Et le coup des fleurs, ça a fait marrer tout le monde au Hellfest parce que effectivement c'était un peu too much, mais en fait ils ont fait ça sur plein de concerts en fait. Donc après, mais en tout cas, je trouve l'idée assez géniale. Oui. C'est très esthétiquement. Enfin, le concert est disponible sur YouTube parce qu'Arte l'a diffusé, enregistré, diffusé, et l'a laissé sur YouTube. C'est incroyable. Ah oui, Face No More, c'est visuellement hyper impactant. Voilà. Et donc, est-ce que la matrice de tout ça, c'est les fleurs de Bill Ward? Sait-on jamais. Moi, ce que je trouve rigolo, tu vois, avec le California Jam, c'est qu'on est vraiment dans une espèce de transition un peu chelou. C'est-à-dire que d'un côté, on est déjà dans le début des concerts pharaoniques, type hard rock des années 80, ça s'annonce avec le California Jam, et en même temps il y a encore ce côté hippie, tu vois, sous-jacent, déjà rien que dans les tenues des musiciens, mais aussi le côté flower power, même si il y a eu Altamont entre temps, il y a quand même encore, tu vois, une survivance de ça dans les concerts des années 70 qui sont la prochaine étape c'est le punk, tu vois, où là carrément on brûle les hippies, quoi. C'est tout le contre-pied de Black Sabbath à cette période-là, hein. C'est qu'ils avaient été taxés de satanisme un peu partout, mais regarde comment est habillé Geezer au California Jam, il est presque disco, quoi. Mais Ayomi, regarde ses fringues, sans sa moustache, avec des fringues. C'est le fameux concert, des pattes d'Ef partout. Non mais c'est le concert où il a une tenue, il a une chemise bleu fluo. Enfin tu vois, et c'était effectivement la période où il avait pas de moustache. Oui, c'est sans moustache. C'est sa période sans moustache. Il y a une scène, je crois que c'est sur, je sais plus sur quelle chanson c'est, je crois que c'est sur Killing Yourself to Live, où il fait un moment, il est en train de faire un solo, donc t'as Ozzy qui fout rien, mais qui est complètement en train de sauter sur scène. Qui harangue la foule. Voilà, Ozzy qui en plus a des plateformes boots, genre, mais le mec il mesurait 2 mètres avec ses plateformes boots. Il se rapproche de Ayomi, il commence à lui faire une espèce de grimace comme ça pendant que l'autre fait un solo, et Ayomi lui répond en faisant comme ça, c'est genre, alors qu'il est en train de soloter, quoi. Et tu sens qu'il y avait peut-être pas une complicité, parce que je pense qu'ils étaient peut-être déjà un peu en train de plus. C'est une période difficile entre eux déjà, mais je pense que le fait qu'ils aient pas répété, qu'ils soient venus à l'arrache, etc., ça a donné une décontraction sur ce concert qui est vraiment agréable. Tu le sens, c'est-à-dire que tu sens qu'ils se lâchent complètement, et que même s'il y a des embrouilles entre eux, que dans le fond ils peuvent plus trop se piffrer, et qu'ils attendent qu'une chose, c'est de se dégager, tu sens quand même qu'ils s'éclatent en fait. Qui s'éclate et qui profite vraiment du concert, et ça se voit sur les images, quoi. Vraiment. Alors après, je pense que la coke aide pas mal aussi, hein, mais... Oui, ils sont détendus, c'est sûr. Mais bon. Voilà, donc concert. Alors il y a quand t'écoutes les différentes versions, il y a des glitches, quoi. Il y a des petits pains, il y a des petits trucs par-ci par-là ou des sautes de son. Et dans l'ensemble, il y a une vraie énergie. C'est assez cool d'entendre Sometimes Happy, du coup. Une chanson sur laquelle on peut dire quelques mots. Moi, je trouve qu'elle sonne. Elle a un super riff. Elle a une ligne vocale qui est très intéressante. C'est une chanson que j'aurais bien aimé voir en studio. Ma théorie,
c'est qu'elle collait pas du tout avec Sabotage, qui arrive derrière, on va vous en parler longuement, mais c'est un album rageux, et donc du coup, cette chanson qui est un peu douce amère collait pas du tout dessus. Par contre, elle a une vraie vibe Technical Ecstasy, sauf que derrière, je pense qu'ils ont eu le temps de choper d'autres chansons, fait aller sur autre chose, et elle est restée dans un tiroir. Moi, je dirais pas qu'elle a une vibe Technical Ecstasy, moi je dirais qu'elle me fait penser en fait à des réminiscences du premier album, C'est-à-dire qu'il y a ce côté jam blues, tu vois, qui fait pas. En fait, je me demande, je crois qu'on se l'était dit en privé, mais c'est une info qu'il il faut qu'on vérifie. Je crois que Sometimes I'm Happy est en fait un jam qui date de la période Mythology. Tu sais, il y a des pistes comme ça qui ont survécu pendant un certain temps. Ah ouais ? Ouais, à vérifier ça. Ce que je dis, c'est complètement sous caution et je repréciserai plus tard, mais je crois que c'est une réminiscence d'un truc de la période Mythology. Il y a des trucs comme ça. Wicked World, ça clairement, c'est pareil, c'est une chanson de Mythology qui a été réadaptée quand ils sont passés à Black Sabbath, enfin Earth puis Black Sabbath. Et je me demande si Sometimes I'm Happy, c'est pas un peu la même chose. Mais à vérifier, là je dis des conneries peut-être. Moi je trouve qu'elle sonne très Beatles, ça c'est clair. Ouais. Et non. Moi elle me fait penser, je te dis, on dirait qu'ils essayent un peu de refaire ce qu'ils aimaient au début, quoi. C'est-à-dire du jam blues. C'est du blues, Sometimes I'm Happy. Ouais, écoute, les Beatles c'est jamais très loin. Ouais. Moi je trouve qu'il y a une vibe un peu pop dessus que je trouve sympa et voilà, moi je la rapprocherais bien de Technical Ecstasy. Une question de plus à poser à Yomi. Écoute, ça va faire partie des énigmes. Quoi. Et après le concert donc de Black Sabbath, il y a eu Deep Purple qui finalement donc a perdu la bataille de la tête d'affiche et a joué juste après. Bataille de la tête d'affiche, on peut raconter. Donc je vous ai dit que Emerson, Lake et Palmer ont été rajoutés sur l'affiche quelques temps après pour donner un second boost, on va dire, à la vente des billets. À ce moment-là, Emerson, Lake et Palmer aux États-Unis, c'est assez gros. Il y a eu Tarkus, en 71. Il y a eu l'album Trilogy par la suite. Puis donc Brain Salad Surgery en 73. Donc c'est la tournée de cet album-là qui est un album, peut-être que toi tu diras autre chose, que je trouve assez inécoutable, qui est assez rude, mais qui a une pochette très connue. La pochette, l'album il vaut surtout pour sa pochette, quoi. Toi, c'est vrai que bon, si t'es pas très... Une pochette d'Asher Giger. Voilà, mais toi, si t'es pas très fan de prog, je peux comprendre que tu sois pas forcément réceptif, mais bon, Emerson, Lake et Palmer, voilà, ça fait partie de... Tu vois, il y a le triptyque du hard rock avec Black Sabbath, Led Zepp, Deep Purple, il y a le triptyque du rock progressif. Alors, on met Pink Floyd de côté, parce que Pink Floyd, c'est plus pop, mais dans les groupes de prog, voilà, t'as Yes, Emerson, Lake et Palmer, King Crimson, et tu peux pas écrire l'histoire du rock des années 70 sans t'intéresser à ELP. Alors, petite anecdote, est-ce que tu savais que à la base, il devait faire le groupe, il devait être 4, le 4e aurait dû être Jimi Hendrix, et que le groupe aurait dû s'appeler HELP, donc Help, et que Hendrix est mort, et du coup ils ont pas pu, et ils l'ont fait sans lui, et c'est devenu Help sans Hendrix, quoi. Mais ça aurait dû être un groupe avec Hendrix, et du coup ils sont partis dans une direction qu'ils auraient probablement pas prise si Hendrix avait été dans le groupe. Clair. Et c'est devenu en fait l'archétype du groupe ultra grandiloquent, kitsch, démesuré, en fait. Donc tu peux comprendre que ça ait clashé avec Deep Purple, parce que t'as quand même deux groupes avec des musiciens à l'ego surdimensionnés, avec des claviéristes à l'ego surdimensionnés, qui veulent absolument jouer le plus fort, le plus longtemps, tu vois, avec des morceaux, avec des improvisations interminables et tout. Forcément, ça ne peut que coincer entre Deep Purple et ELP, quoi. Et donc, comme à Monterrey, Hendrix s'était fâché avec les Who pour savoir qui finirait le concert, que les Who avaient gagné et que Hendrix avait décidé de laisser une scène incandescente pour empêcher les Who de pouvoir faire un concert aussi mémorable que le sien. Donc il avait fini avec sa guitare en feu et un concert qui est devenu mythique et qui a littéralement éclipsé la prestation des Who. Deep Purple a décidé de faire la même chose avec le concert au California Jam. Donc ça, ça a été un tel bazar, les membres de Black Sabbath eux-mêmes disent on essaie de rester un maximum en dehors de leurs embrouilles parce que c'était à qui fera plus chier leur gars pour rendre fou tout le monde. À base par exemple de ah ouais ils ont un flipper dans les loges, moi j'exige un flipper immédiatement, enfin des trucs pas possibles. Il y avait pour la sono, il avait été installé une quadriphonie, donc un système son qui permettait d'être sur le nec plus ultra de ce qui existait à l'époque. Emerson, Lake et Palmer a exigé que Deep Purple puisse pas l'utiliser. Voilà, il s'avère que le truc est tombé en panne lorsque Help l'a utilisé, donc en fait personne l'a eu. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui ont mis en rage Deep Purple, et notamment Ritchie Blackmore, qu'on voit sur les images pas content dès la minute 1, clairement. En même temps, Ritchie Blackmore content de quelque chose... C'est vrai qu'on le voit rarement sourire, mais voilà, et qui livre une prestation... incroyable.
incroyable, on peut le dire, folle. C'est un des, le Deep Purple au California Jam, c'est un des plus grands concerts de l'histoire du rock. Je suis assez d'accord. Moi, la première fois que j'ai entendu Mistreated, cette version live avec Coverdale, parce que donc ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est le Deep Purple. C'est la Mark III. Voilà, c'est le Mark III, donc et c'est d'ailleurs le tout début du Mark III, c'est-à-dire qu'on est vraiment au moment où ils viennent de lancer cette nouvelle version de Deep Purple, donc avec Coverdale qui remplace Gillan et Glenn Hughes qui remplace Glover. Glenn Hughes qui jouera plus tard Black Sabbath, ne l'oublions pas. C'est leur première rencontre. Voilà, donc il y a déjà une connexion importante. Et alors ils sont déjà complètement schmouffés, c'était pas possible. Glenn Hughes, lui, il consommait plus de drogue, je pense, que tous les membres de Black Sabbath réunis. Bref, on était déjà sur des champions du monde. Et la première fois que j'ai entendu cette version de Mistreated, donc extrait du nouvel album Burn, j'ai failli... C'est une chanson exceptionnelle. Non mais déjà la version studio est incroyable, mais cette version live, moi je me suis mis à chialer quand je l'ai entendue la première fois. Et il y a une émotion que j'ai jamais retrouvée ailleurs dans un voilà. Donc écoutez le live de Deep Purple au California Jam parce que c'est improbable quoi. Écoutez, je dirais même regardez ça parce que première chose qui tape à l'œil, donc on a parlé des mecs de Black Sabbath en sueur, t'as dit rapidement que Ozzy balançait sa chemise là, mais quand il l'enlève, elle est toute collée parce que c'est évidemment un vêtement serré et poisseux, donc le geste est pas très élégant. Tu vois une espèce de gros nounours qui essaie de tirer les manches de son truc qui reste collé, etc. Coverdale et Hughes sur ce concert-là, ça fait partie des deux hommes les plus beaux et les plus élégants que tu puisses voir. Oui. C'est un level de swag qui est incroyable. Ils sont magnifiques. Il faut le dire. Le dire. Blackmore est un peu plus taciturne et voilà, et il a pas une beauté incroyable Blackmore, à la base. Il est un peu plus vieux qu'eux, déjà, on est sûr. Oui, bien sûr. Mais on est sur deux étalons, quoi. C'est quelque chose. Ils sont habillés, c'est flamboyant, enfin, et la posture torse en avant, enfin, il y a du Robert Plant dans David Coverdale, évidemment. Tu sais que Jimmy Page, il a fait un projet avec Coverdale dans les années 90, parce qu'en fait, ce qui était pas assumé du tout, c'est qu'en fait, il voulait le recruter pour remplacer Plant dans Led Zeppelin. Il voulait reformer Led Zeppelin avec Coverdale, et il a pas pu, parce que question de droit, mais c'était le projet, et Coverdale... Et parce que reformer Led Zeppelin sans Bonham, c'est une aberration. Et dans les années 80, Whitesnake était considéré comme un Led clone, tu sais, dans la même ordre d'idée que les groupes genre Kingdom Come et tout ça. Ouais. Mais Whitesnake, même si c'était un groupe qui avait déjà une histoire, qui était quand même avec d'anciens mecs de Deep Purple et tout, c'était considéré comme un Led clone. C'était un groupe qui faisait du Led Zeppelin parce que Led Zeppelin n'existait plus. Donc oui, on est sûr. Donc du coup, voilà, pour Deep Purple, il y a ça, c'est que même visuellement, le groupe est flamboyant. Par rapport à Black Sabbath, il y a 3 classes d'écart, faut être clair. Ils sont incroyables. Voilà, c'est pas le même délire, quoi. Ils sont incroyables, les Deep Purple. Et leur prestation est folle. Monumental, je te dis, c'est un des plus grands concerts d'histoire du rock. Et est-ce qu'on passe à la fin direct où tu as des choses à dire avant? J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, de base, il y a aussi une histoire par rapport à l'horaire auquel ils ont joué. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, donc tout le programme a été décalé parce que les groupes étaient capricieux, etc. Mais en fait, si je me rappelle, en fait, c'est Deep Purple, on leur a donné le choix de l'heure à laquelle ils voulaient jouer, et Blackmore avait dit, moi, je veux jouer au coucher du soleil. Parce que je veux avoir, tu vois, la lumière, voilà. Et du coup, en fait, l'organisation leur a dit, bon, les mecs, ok, vous avez laissé le choix et tout machin, mais là, faudrait que vous montiez sur scène, là, parce que quand même, nous, on a un timing à respecter. Et Blackmore, il a fait chier, il a dit, non, moi, j'ai signé pour jouer au moment où je veux au coucher du soleil, donc du coup, vous me forcez pas à monter sur scène. Il paraît que leur gars essayait vraiment de pousser Deep Purple, genre allez jouer, etc. Et il y avait genre des speakers qui annonçaient sur le circuit Ontario Motor Speedway, oui, Deep Purple va bientôt jouer, ne vous inquiétez pas. Et puis en fait, ils faisaient chier quoi. Et pendant ce temps-là, t'avais Emerson Lake et Palmer qui était là, putain, vraiment, ils nous emmerdent. Oui, bien sûr. Enfin, c'était de la vengeance totale. Donc ils jouent pleine nuit, hein, il fait noir et ça change tout aussi. Hein, ça donne des images forcément avec les lights et tout qui sont assez folles. C'est un live, alors c'est pas qu'il soit court, hein, c'est qu'il joue 7 titres, mais alors quel titre et quelle version il joue. Et notamment, donc tu as dit Mistreated, c'est vrai qui est très belle, ils ouvrent avec Burn comme toujours à cette époque. Il y a You Fool No One dont on peut parler parce qu'il y a des extraits donc des chansons Lazy et de Mule qui sont jouées à l'intérieur, de Mule pardon, en jam. Comme faisait toujours, et ça finit évidemment avec Space Trucking qui est donc cette version de Space Trucking alors j'ai plus la setlist exacte de Deep Purple en tête, pourtant je sais que je l'ai écouté ce concert, mais je crois qu'il ne joue que 2 titres de la période Ian Gillan.
Il y a Smoke on the Water voilà. et Space Parce que en fait, la période Mark III, bon, Mark IV, on n'en parle pas parce qu'il n'y avait plus Blackmore, mais Mark III, c'est une période en fait où il commence à mettre de côté un peu tous les titres de la période Gillan parce que Blackmore, voilà, il dit j'ai un nouveau line-up, alors je joue que des nouveaux titres. Donc il y a finalement assez peu de titres classiques de Deep Purple qui sont joués durant cette période. Et donc il y a la fin sur Space Trucking, Richie Blackmore donne tout, on peut le dire comme ça. Trop. Il détruit 2 guitares, 3, je pense que la troisième n'est pas utilisable, mais en tout cas il finit le concert avec, dont une qu'il va planter dans une des caméras de ABC. Il fracasse la caméra avec, hein, il casse le manche de sa guitare. Il agresse le caméraman. Bah, il s'attaque à la guitare, à la caméra, mais le caméraman il n'emmène pas large, et il y a plusieurs moments où il se cache derrière sa caméra parce qu'il a l'impression que l'autre va lancer sa guitare. Ouais, c'est assez violent. Moi j'ai lu qu'il l'avait agressé carrément, il agressait le mec, quoi. Tu vois, bon. Sur les images, je vois pas ça. Mais par contre, il fracasse la caméra et le type se cache. Il y a un type qui arrive. En plus, il y a un genre de gars de la sécu qui vient pour aider son pote. Et tu vois, il fait des mouvements de balancier avec sa guitare Blackmore et d'autres se disent on va se la prendre en pleine gueule. Donc, il reste derrière la caméra. Il balance une guitare dans le public aussi. Il y en a une qui fait. Bah, en fait, la première, il l'a fait slider sur le bord de la scène. Donc, elle finit par tomber et se décrocher de son jack et tomber dans le public un peu. Voilà. Donc, il va récupérer une deuxième qui fracasse sur scène et qui plante dans la caméra, et il en prend une troisième qui le maltraite encore, mais il finit le concert avec, et il retourne à son ampli pour y foutre le feu. Et son ampli littéralement explose. On voit d'ailleurs Glenn Hughes qui s'avance, qui va sur l'avant-scène, parce que sur la scène où il est mis, il y a tellement de flammes et de fumée que c'est pas respirable, et il fout un Bronx monstre avant de se tailler. Et tous les musiciens d'ailleurs de prendre l'hélicoptère très vite, puisqu'il semblerait que les pompiers et la sécurité du site veuillent littéralement casser la gueule à Blackmore, donc le cherche pour en découdre. Donc lui s'est taillé très vite. Mais je pense qu'ils auraient, enfin, je sais pas comment ça a été jugé, si tu veux, d'un point de vue responsabilité pénale rétroactivement, mais on serait aujourd'hui, les mecs seraient en tôle pour ce qu'ils ont fait, tu vois. Alors après, tu sais, c'est compliqué, je pense, pour un promoteur, et encore plus à cette époque, de se retourner contre tes stars. Ouais. Mais oui. Bah, ils auraient au moins passé la nuit au poste, hein, si ça s'était. Oui, clairement. Et donc, bref, ils sont taillés, et Dieu sait qu'ils n'ont pas passé la nuit au poste, mais la nuit dans la neige, la nuit dans la neige, mais bon. Et donc, pour laisser une scène à Emerson Lake Palmer, très en retard, et brûlée, littéralement. Ah oui. Donc, avec des amplis détruits, parce que c'est pas le métal de Deep Purple, hein, c'est le métal du... donc, évidemment, le changement de set après est long et compliqué. Non, je voulais juste rajouter sur ces histoires de changement de set que apparemment dans la modernité du California Jam, il y a aussi le fait d'avoir installé des plateaux, je crois qu'il y a des plateaux sur roues qui permettaient des changements de... Comme ça se fait d'ailleurs maintenant. Maintenant tout le monde fait comme ça, mais en fait à l'époque, faut se dire que c'était complètement nouveau en fait de faire ça. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement de grosses installations à, voilà, par exemple avec la taille des amplis, la taille du matériel, je veux dire entre la batterie de Ian Pace, les amplis de nouveaux qui avaient été construits pour le concert et le set de Emerson Lake Palmer avec les énormes claviers, etc. machin. Alors là, ils ont des instruments de la NASA, quoi. C'est juste délirant ce qu'ils ont fait. Et ben, non seulement ils ont des instruments de la NASA, mais tu sais qu'en plus, la société qui avait construit les cabinets, les baffles qui servaient pour retransmettre, portait le nom de Tycho Brahe. Tycho Brahe étant le nom du cratère d'un cratère lunaire qui est celui dans lequel se situe le début de 2001 Odyssée de l'espace. D'accord. Donc il y a un lien, si tu veux, quand même, avec le côté un peu spatial, futuriste et tout, même dans les choix des entreprises qui ont fait ça. Enfin, ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça tout à l'heure, tu vois, en lisant mes notes. Et donc du coup, Emerson Lake Palmer, on a parlé de la quadriphonie qui devait être soniquement le truc, le grand truc du festival, mais qui n'a pas fonctionné. Par contre, il y a les scènes tournantes qui donnent des images... Bon, en vrai, c'est un peu ridicule, mais à l'époque, j'imagine que tu assistes à ça, tu deviens dingue, notamment des scènes où le clavier tourne. Non, mais c'est des choses qui sont devenues la norme aujourd'hui quand tu fais une grosse production. Enfin, je veux dire, moi j'ai été... Motley Crue l'a fait. Motley Crue, mais même, tu vois, même dans les années plus récentes, Slipknot avec la batterie de Joel Jordison qui tourne, même Lars Ulrich, je veux dire, même Metallica, ils l'ont fait aussi avec des... Enfin, j'ai vu Metallica en concert à Bercy il y a 4 ans.
ça va pas 4 ans, 5 ans, 2017, pareil, t'as la scène avec des trucs qui tournent et tout machin, enfin, c'est pas nouveau, ça, en fait, ça a déjà 40 ans, enfin, 40, 50 ans. Oui, c'est la matrice, encore une fois, c'est la matrice. Ouais. Et donc voilà, donc après c'est le concert, moi il m'intéresse moins, mais il y a ces choses-là qui sont assez improbables et qui font que le concert est quand même marquant. Que contrairement à Monterrey, Deep Purple n'a pas réussi à enterrer ELP parce que derrière ils avaient plus d'un tour dans leur sac. Et ce qui fait quand même dire que le public sur place en a vraiment pris plein les yeux et plein les oreilles, quoi. C'est un truc de fou. Bah, de toute façon, ouais, on est dans ce début de l'âge grandiloquent du rock, quoi. C'est-à-dire que on est passé, effectivement, le mythe, c'est de dire, Altamont, ça a été une première mort du rock. Mais en fait, le rock, il est ressuscité assez rapidement, et il y a eu toute cette démesure, en fait, des années 70, dont le California Jam est un des cas d'école, parce que, après, il y a eu plein d'autres trucs, tu vois, il y a eu Kiss, il y a eu tous ces trucs délirants. Emerson, Lake et Palmer fait partie de ces choses délirantes qui sont arrivées dans les années 70, qui en fait, très rapidement après, genre en 1977, par exemple, quand les Sex Pistols commencent à tout casser en Angleterre, les Sex Pistols, ils s'attaquaient frontalement à des groupes comme Emerson, Lake et Palmer. Je crois que c'est Johnny Rotten qui se foutait de la gueule, par exemple, de ELP. Il disait, pour moi, ça c'est l'antithèse du rock, etc. Et les Sex Pistols, c'était vu un peu comme la réponse du rock à ce qui était devenu le rock avec ELP, quoi. Et bien sûr. Donc, on parle rapidement donc de la fin de soirée et du retour en avion. Vas-y. La fin de soirée, donc c'est l'introduction officielle de Glenn Hughes aux musiciens de Black Sabbath. Introduction qui se fait dans la coke, notamment avec Ozzy, Bill Ward et Glenn Hughes beaucoup. Enfin, lui dit que c'est avec ces deux-là qui se les mise à l'hôtel. Et le lendemain, les membres de Sabbath et de Deep Purple prennent le même avion, retour en Angleterre. Et Ozzy raconte, par exemple, dans sa bio, qu'il avait réussi à passer 4 grammes de coke dans ses chaussettes, qu'il savait qu'à la douane en Angleterre, ça serait pas possible de les avoir encore. Donc il s'est fait les 4 grammes avec Richie Blackmore. Il disait qu'il galérait tellement à le finir qu'ils ont donné aux hôtesses de l'air, qu'ils ont défoncé tout le monde pour pouvoir finir la coke qu'il avait. Donc, les hôtesses de l'air, les pauvres. Il l'a fait sniffer tout. Bon, à mon avis, elles étaient ravies aussi, mais voilà. Donc voilà comment s'est passé le retour. Tant que le pilote a pas trop tapé, ça va. Et donc voilà comment s'est passé le retour, et voilà comment s'est passée la première introduction entre Glenn Hughes et Iommi. Ce qui est intéressant quand on sait ce que Iommi aura à lui reprocher plus tard, de savoir que déjà ça s'est fait autour de Ray. Ah bah de toute façon, là il y a une période entre ça et Seven Star, dont on parlera plus tard. Où, je te dis, Glenn Hughes, il consomme plus de drogue que tout Black Sabbath réuni. C'est-à-dire qu'on est sur un champion intergalactique de la consommation de drogue, et ça aura des conséquences sur la tournée Seven Star, mais ça on en parlera plus tard. Voilà pour le California Jam 74. Petit mot peut-être sur le California Jam 78. Ouais, le 2 donc, qui monte le score à 350 000 personnes. Donc il y a encore plus de monde, avec une affiche regroupant notamment Aerosmith, Ted Nugent, Foreigner, Santana ou Hurt. Et Jean-Michel Jarre. Ah oui, et Jean-Michel Jarre, il faut le dire. Et Jean-Michel Jarre, ce qui est pareil. Peut-être 2 petits moments à mettre en avant du California Jam 78, si vous devez regarder. La version absolument géniale de cette chanson formidable qui est Black Magic Woman par Santana, qui est dinguissime. Et Ted Nugent, quand il joue Motor City Madhouse, il est torse nu, pantalon blanc, monté sur les amplis. Et c'est une image assez iconique des shows. Je veux dire ce qu'il y a. Il y a beaucoup à dire sur Ted Nugent et beaucoup à dire en négatif. En mal, oui. Mais c'était un showman délirant qui en live dans les années 70 notamment, oui, il était imbattable. Était absolument incroyable. Voilà, pas loin d'être imbattable. Donc ça vaut le coup. Nous on déteste Ted Nugent pour plein de raisons, notamment pour des raisons politiques. Mais après, je suis désolé, Cat Scratch Fever, c'est un tube du rock. Ça a été repris par Motorhead et tout, enfin tu vois, vraiment... moi c'est Stranglehold, c'est un morceau que je place parmi mes 50 morceaux préférés de tous les temps. Ouais, il y a des choses assez dingues. Alors du coup, voilà. Donc, parler du California Jam 2 de 78, alors du coup j'ai évoqué brièvement tout à l'heure le Canada Jam, donc en fait les 2 concerts ont eu lieu, alors je sais plus si c'était en même temps ou à peu près en même temps, enfin bon bref, tu sais c'est un peu le même délire, tu sais que ces concerts qui maintenant ont lieu dans 2 endroits du globe en même temps, tu sais il y a... Par exemple, il y a un peu ça qui se fait même maintenant avec le Maryland Death Fest, quoi. Tu vois, il y a la version américaine, oui, la version Desert Fest aussi. Voilà. On a vu ça pour le tribute de Hawkins, de Taylor Hawkins, voilà. Et évidemment le Live Aid. Le Live Aid et tout. Donc il
c'est aussi le début de ça, c'est-à-dire de ces concerts qui ont lieu dans 2 endroits en même temps, qui sont organisés par les mêmes personnes. Bon, et donc il y a eu le Canada Jam donc en Ontario, et non pas à l'Ontario Motor Speedway, parce que du coup le California Jam 2 a eu lieu aussi à l'Ontario Motor Speedway. Donc c'était voilà, il y a ce lien entre les deux. Alors moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que en fait, une des personnes qui a organisé, qui faisait partie de l'organisation, donc en fait, c'était 2 personnes. Je crois c'est Sandy Feldman et Leonard Stogel. Sandy Feldman, sur lequel j'ai pas trouvé trop d'infos d'ailleurs, mais bon, c'était les personnes qui étaient chez ABC Entertainment, et donc Leonard Stogel, ou Stogel, je sais plus comment on dit, ça va plutôt être un nom allemand, et Leonard Stogel, en fait, il est mort un an après, en 79. Ah, 79. Il est mort en 79, il est mort dans le crash du vol American Airlines 191 qui faisait donc Chicago-Los Angeles. Alors, donc c'est triste, hein, c'est un vol qui est considéré, qui a été considéré comme l'une des plus grandes catastrophes aériennes américaines en termes de morts, en termes de à l'événement un certain événement du 11 septembre 2001. Ouais. Mais ce qui est comique, c'est pas forcément bon, c'est triste hein, comme événement, mais ce qui est comique, c'est de se dire que en fait, les parents de Leonard Stogel, ils étaient morts eux aussi en 1962 dans le crash aérien de la compagnie American Airlines qui faisait New York Los Angeles donc en 62, donc genre voilà, presque 20 ans avant. Donc en fait, il est mort dans un accident d'avion. C'est presque destination finale. Voilà, il est mort dans un accident d'avion, comme ses parents, presque 20 ans plus tard, je crois, 17 ans plus tard, dans un avion de la même compagnie. C'est quand même un destin pas possible, ça. Ouais, c'est vrai que ça, c'est ouf. C'est ouf, quoi. Et donc, voilà, c'était la fin de Leonard Stogel, mais qui du coup, nous a laissé des souvenirs mythiques. Hein. Vraiment mythiques, puisque, notamment, le Hollywood Hall of Fame considère à récompenser les 2 California Jam comme étant les 2 greatest concerts of the century, donc les 2 plus grands concerts du siècle. Voilà ce qui est resté d'héritage du California Jam. On vous remercie d'avoir suivi. On vous dit a priori à très bientôt pour l'épisode sur Sabotage, qui va pas tarder derrière. Ainsi qu'un hors-série sur Ozzy Osbourne, on en a parlé, c'est dans les tuyaux. Il sera enregistré la semaine prochaine, donc c'est vraiment en plus qu'en prévision. On va vous laisser, merci beaucoup. Et puis on va finir avec notre phrase habituelle, mon cher Gabriel, puisque plus que des enfants de la tombe ou de la mer, nous sommes finalement des enfants de sabbat. I really like Black Sabbath. That was really cool. They have Ozzy Osbourne. They have a great guitar person. Sorry, I don't know your name. There's some really good drum parts. Pretty awesome. Une erreur que les gens font souvent par rapport au California Jam, c'est de croire qu'en fait les quelques extraits qu'on en a, qui nous sont parvenus, figurent sur le live Past Lives, donc une compilation live qui est sortie en 2002, qui en fait regroupe Live at Last et d'autres extraits, notamment des extraits du concert à Bruxelles de 70. Qui est d'ailleurs noté au départ concert à l'Olympia de Paris. Voilà. Autre erreur. Que tout le monde croit que c'est un concert à l'Olympia de Paris. En fait, non, c'est un concert à l'Olympia de Bruxelles. On en parle dans l'épisode sur Paranoid. Et tout le monde croit, en fait, que dans la compile Past Lives, il y a des extraits du California Jam. Or, non. C'est un live de la tournée Sabotage, donc, Asbury Park. Et pourquoi les gens se trompent par rapport à ça? C'est parce que dans le digipack alors dans le digipack ou dans le vinyle, parce qu'il existe un vinyle, il y a, en fait, des photos qui sont les photos du California Jam, et qui vont même jusqu'à genre on voit les photos où tu vois les mecs de Black Sabbath qui débarquent de l'hélicoptère, qui se font interviewer par la nana de ABC, et donc du coup tu te dis ce live là, le CD numéro 2, ou le deuxième disque où il y a des trucs qui sont pas qui correspondent pas à Past Lives, tu dis il y a des extraits du California Jam, et en fait non. Et en fait, c'est bien Ashbury Park, un live de 75 sur la tournée donc Sabotage, et ça permet de faire un teasing parce que je le tiens comme étant le plus grand live écoutable de l'histoire de Black Sabbath avec Ozzy. Le Ashbury Park ? C'est mon live préféré. Ouais. Je peux te comprendre pourquoi. Après, moi, j'ai d'autres critères, mais alors il y a un truc qu'on n'a pas dit, Mathieu. Je m'en rends compte maintenant, c'est le décor de scène. Le fameux décor de scène. Il a eu une influence non seulement parce qu'il était colossal, etc., mais il a même eu une influence, je crois, sur la carrière de Ritchie Blackmore, puisqu'il y a un arc-en-ciel. Bah oui, putain, évidemment. Ritchie Blackmore, il a dit le nom Rainbow, je l'ai pris à cause du bar, le Rainbow Bar Grill, là, tu sais, où tout le monde allait, où Lemmy allait jusqu'à là. Ça. Mais, je suis désolé, dès la première tournée de Rainbow avec Ronnie James Dio, il y a un putain d'arc-en-ciel sur scène, et tu te dis, l'influence, il l'a pas prise nulle part.
Évidemment. Pris... Mais même si voilà. tu prends la pochette, voilà, il est sur la pochette aussi, il fait dans des disques. Oui, évidemment. Voilà, ça a eu une influence en fait S'il sur l'a pas fait exprès, son inconscient a beaucoup parlé. Il peut pas lui faire croire le contraire. Tu sais que moi, j'ai vu, je te l'ai dit, j'avais vu une Rainbow la même année où toi t'étais allé voir Black Sabbath à Birmingham, et ils avaient remis le putain d'arc-en-ciel au-dessus de la scène qui s'illuminait pendant les chansons et tout. Et je sais pas si je vais réussir à trouver une image de ça, mais on pourra finir là-dessus, puisqu'on parlait de l'accoutrement d'Ozzy. Sur son pantalon, il y a un serpent au niveau de son sexe, de brodé. Oui, la langue du serpent arrive au niveau de son sexe. Oui. À bientôt.